Bonjour à tous, Passion Immo, épisode 101. Alors, cet épisode, il fait la suite de l'épisode précédent. Je vous rappelle que l'épisode 100, il traitait en fait d'une question qui est la nouvelle loi du 7 novembre 2024 sur l'allocation meublée. J'ai traité cette question sous l'angle juridique, notamment assez en détail. Si vous voulez, si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite éventuellement à le faire avant d'écouter celui-ci, bon, qui peut s'écouter quand même indépendamment du précédent, je vous rassure. Dans cet épisode, on va parler également de cette loi, mais là, je vais le faire avec un invité parce que c'est intéressant quand même d'avoir le point de vue des professionnels sur cette nouvelle loi. Mon invité, c'est Pierre-François. Pierre-François, nous l'avions déjà reçu dans l'épisode 92 de Passion Immo. Pierre-François, c'est le fondateur d'une société lyonnaise, Cataneo. Cataneo, c'est une société spécialisée dans les investissements locatifs clé en main. Donc, si quelqu'un est particulièrement les mains dans le cambouis sur cette question de la location meublée, c'est Pierre-François. Et j'avais apprécié à l'époque à la fois son franc-parler, son expertise, et donc je trouvais pertinent de le réinviter, même si ça fait seulement quelques semaines, à l'occasion de cette nouvelle loi. Voilà. Eh bien, on va pas traîner plus longtemps. Passion Immo, épisode 101. C'est parti avec Pierre-François. Pierre, bonjour. Bonjour Eric. Alors, on va être très transparent avec nos auditeurs ou ceux qui nous regardent également sur YouTube, mais tout ça, s'est fait au pied levé et je t'en remercie infiniment. Ça s'est fait au pied levé parce que donc on a une loi qui a été adoptée il y a quelques jours maintenant. Cette loi, elle réforme de manière assez importante la fiscalité du meublé et je cherchais un invité et pour moi cet invité devait correspondre, il devait avoir deux qualités. La première, de savoir de quoi il parle. Bon, et c'est une qualité importante et comme parfois sur les réseaux, etc., il n'y a pas toujours des gens qui s'expriment sur sur des éléments de compétences. Toi, tu ne fais pas partie de cette catégorie et je voulais quelqu'un qui est honnête intellectuellement. Pour moi, c'est assez fondamental. Et quand on avait déjà échangé, moi, j'avais énormément apprécié cette honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, voilà, t'es quelqu'un de plutôt mesuré, qui connaît les choses, etc. Et donc, j'avais franchement apprécié. Et quand je cherchais un invité, je me disais, mais oui, c'est Pierre avec qui j'ai envie d'échanger sur cette question-là. Très bien, je te remercie Eric, c'est avec plaisir. Bon. Alors, cette loi, donc, elle vient d'être votée. Alors, elle présente un certain nombre d'aspects. J'en ai parlé dans la première partie, en fait, de cet épisode. Nous, on va se concentrer sur un point qui est, entre autres, celui d'une fiscalité qui a évolué, puisque ce fameux abattement de 71% dont bénéficiaient ceux qui sont au micro-BIC, donc qui font de la location meublée de tourisme, ça s'arrête, et ça faisait très longtemps que c'était en route. On va se retrouver avec un abattement aujourd'hui, donc qui est soit, selon qu'on est sur du meublé classé ou pas, de 50 ou de 30%, donc c'est-à-dire en partie sur un alignement de la location nue. L'objectif, il est d'essayer de rendre un peu moins attractif la location meublée. Alors moi, j'ai une première question. Est-ce que déjà, selon toi, il y avait nécessité de légiférer sur ce plan? Est-ce qu'en gros, oui, on est quand même dans une situation alarmante en termes de location nue de longue durée, ou pas? Alors, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des communes, en particulier les communes touristiques, Saint-Malo, Biarritz, où il y a énormément de logements transformés en meublés de tourisme. Et donc, dans ces villes, ça peut, pour le ressenti en tout cas des habitants et des collectivités locales, ça génère des difficultés pour la vie de quartier, pour les écoles, pour les habitants, de se loger dans le longue durée. Ça, c'est
le discours des collectivités locales, des habitants. Mais on l'entend que dans les villes touristiques, ça peut être compliqué du fait qu'il y ait une prolifération de ces logements de courte durée qui nuisent finalement à la qualité de vie des quartiers et rendent complexe le logement pour les vrais, entre guillemets, habitants qui sortent du cadre touristique. Donc, dans ce cadre-là, au point de vue qualité de vie, ça peut s'entendre. Et puis, il y a aussi la notion, tu l'as cité, fiscale, où on peut se demander, mais déjà que les locations courte durée sont les plus rentables sur le papier, en plus, elles bénéficient d'un régime fiscal qui est assez extraordinaire. Donc, on gagne vraiment de partout. Donc, finalement, avec un peu de recul, moi, ça ne me choque pas. J'ai même envie de dire que la réforme s'inscrit dans une certaine forme de cohérence, tant fiscale que sur le plan sociétal de vie dans les communes. Ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'aurais presque même tendance à penser qu'on aurait dû la faire il y a quelques années, quand il commençait à y avoir des difficultés, et que malheureusement, souvent en France, on a du retard à l'allumage pour adapter la réglementation aux évolutions, comme tu le dis, de la société, entre autres. Tout à fait. Alors, la question qui tue, est-ce que cette loi va, selon toi, changer les choses? Est-ce qu'elle va dissuader, parce que c'est le cas, hein, c'est ce qu'on cherche à faire, est-ce qu'elle va dissuader le particulier, parce qu'on vise quand même plutôt le particulier, je pense ici, est-ce qu'on va dissuader le particulier à faire de la location meublée de courte durée? Alors, sur le plan fiscal, je pense que c'est important de différencier différents points. La loi, elle a un impact sur le côté fiscal. Le régime micro, avec l'abattement qui varie, qui diminue à 50% sur le meublé classé, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui, je pense, va révolutionner parce qu'il reste le régime réel qui n'a pas été touché. Donc, je pense que le réflexe pour la diminution de l'abattement sur le micro, ça va être de passer au réel. Je pense que là-dessus, ça n'aura pas forcément d'impact. En revanche, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans la loi, il y a un peu l'idée de mettre à disposition des collectivités des boîtes à outils pour encadrer et réguler sur la notion de changement d'usage, sur l'abaissement du nombre de nuitées. Oui. Aujourd'hui, c'était seulement les communes de plus de 200 000 habitants qui pouvaient avoir un impact sur le PLU. Comment on encadre le meublé touristique? Eh bien, grâce à cette loi, moi je trouve ça intéressant que les communes qui se sentent concernées par le problème de qualité de vie généré par les locations courte durée puissent avoir un impact local. On décentralise et ça me paraît assez intéressant. Et je pense que du coup, il y aura plus un impact local que fiscal. Si j'ai bien compris ces éléments-là, j'ai l'impression quand même qu'on souhaite donner des pouvoirs aux maires des communes de moins de 200 000 habitants, beaucoup plus importants qu'ils n'étaient jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on va leur permettre d'établir des quotas par quartier, hein, si j'ai bien compris l'esprit et le texte de la loi, c'est ça. Exactement. Chaque commune pourra légiférer combien de nuits maximales on autorise, les règles du changement d'usage également. Donc ça va vraiment être un encadrement local, ce qui me paraît cohérent parce qu'on peut forcément imaginer qu'une ville touristique comme Saint-Malo va mettre en place des règles différentes d'une ville comme Saint-Étienne, au hasard. Oui. Et tu prends pas Saint-Malo au hasard parce qu'on sait que Saint-Malo a de gros problèmes justement sur la disponibilité de location de longue durée. C'est assez catastrophique hein, sur Saint-Malo en effet. Un lieu touristique, mais comment on loge les personnes qui accueillent les touristes? Ils n'arrivent pas à se loger, ça coûte trop cher. Donc, Ouais. c'est un exemple d'une dérive. Ouais. Mais encore une fois, c'est une problématique qui, je pense, est très locale. Et donc, ça a du sens, je pense, que les collectivités locales puissent agir sur les règles à mettre en place
qui impacteront donc leur quotidien. Oui, oui. Et pour aller dans ton sens, je lisais une interview de Madame Lemeur, hein, qui est une des auteurs de la loi, qui la porte depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Et elle disait, pour moi, c'est aussi une loi de décentralisation. On veut vraiment aller au plus près de la prise de décision concernant les collectivités locales. Complètement. Et pour moi, ça va dans le bon sens. Ouais. On Donc, a pardon. généralement des meilleures décisions quand elles sont focalisées précisément que quand on fait du général, je pense. Ouais. Donc finalement, mais je m'y attendais un peu, tu as un discours assez mesuré sur cette loi, et je dis ça parce que depuis quelques jours, moi j'ai entendu des propos que je qualifierais d'outranciers, alors tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, en disant que c'est une atteinte à la liberté des propriétaires de choisir la manière dont ils veulent louer leurs biens. Ah, j'ai entendu des choses, à la limite la République était en danger quasiment dans ce que certains pouvaient dire. En fait, cette notion de liberté, c'est sûr que quand on modifie les règles du jeu en cours de jeu, c'est toujours délicat. C'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui se sont lancés là-dedans, justement peut-être qui ont investi à Saint-Malo il y a 2 3 ans et qui se disent, mince, maintenant je risque d'avoir des nouvelles normes. Si j'avais su, peut-être que je n'aurais pas investi. Eh bien oui, on change les règles du jeu en cours de route, donc forcément ça peut susciter des réactions de mécontentement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand on investit, il faut toujours prendre en compte l'environnement, les risques. Et le risque législatif, eh bien, c'est un risque très important. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Nous, on a toujours été très mesurés dans les propositions d'investissement qu'on fait à nos clients, en disant, attention, les boosts de rentabilité grâce à la location courte durée, c'est très intéressant. En revanche, il faut qu'un investissement immobilier reste rentable, même si on devait sortir de la location courte durée, parce que, on le sait quand même, Eric, ça fait des années qu'on en parle, que la location courte durée, c'est dans le viseur, et on s'y attendait à cette réforme. Déjà, ça fait 2 ans qu'on en parle, alors ça a été retardé avec tout l'environnement politique de ces derniers mois, voire ces 2 dernières années, mais voilà, ça y est, elle est là, et donc les investisseurs vont devoir s'adapter. Oui, parce que je pense que tu l'as dit quasiment, on est d'accord, c'est pas une surprise ce qui vient de se passer là. On s'y attend depuis quelques années quand même que, comme t'as employé le mot, hein, c'est-à-dire que la location meublée de courte durée, elle est dans le collimateur du législateur, et on est presque étonné qu'il ait tardé autant à mettre en place une telle réglementation. Tu le disais toi-même, on est dans un pays à réaction. Donc voilà, Mm. mais la réaction arrive. Maintenant, cette loi, elle concerne la courte durée. On a aussi dans le PLF de l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer sur le régime, sur les locations longue durée traditionnelles dans le meublé? Mm. Aujourd'hui, on ne sait pas. On, on a eu un amendement qui avait été adopté, finalement on est reparti à zéro, on ne sait pas où on en est. Qu'est-ce qu'il en est de l'amortissement, du calcul de la plus-value à la revente? Il y a quand même de l'incertitude. Difficile d'avoir une boule de cristal. Je serais quand même autant ce qu'on entendait sur la courte durée, c'est confirmé avec cette loi, et je pense que ça va dans le bon sens. Autant sur le PLF et la logique de remise en cause de l'amortissement dans la Mm. phase d'exploitation, ça je trouve que ça me paraît compliqué et pas forcément dans le bon sens. La question de réintégrer l'amortissement à la revente, si ça concerne que la courte durée, pourquoi pas? Si ça concerne tous les meublés, là je trouverais pas ça très cohérent par exemple. Ouais, ouais. Non mais tu as raison. Qu'est-ce que toi, tu en penses, d'ailleurs? Ouais, la seule chose, c'est qu'effectivement, à ce stade, il est trop tôt pour réagir, puisque on est uniquement à l'état d'amendement, que parfois ces amendements ont été défaits, que ce soit en commission des finances ou en séance plénière à l'Assemblée nationale, que le texte n'est pas encore devant le Sénat, qui doit ensuite revenir à l'Assemblée, et qu'on est éventuellement sous le coup d'un éventuel 49.3 qui risque de mettre tout d'équerre. Donc voilà, là, on est dans une incertitude totale et on peut pas dire.
Très bien. Alors, ma dernière question, hein, parce que elle va être assez simple. Tu l'as évoqué à un moment donné. Après tout, c'est pas parce qu'on était sur de l'allocation meublée avec un choix fiscal de faire du régime micro et donc de bénéficier de cet abattement important, ça ne ferme pas la porte à faire du réel. Alors, c'est quoi l'intérêt du réel quand on fait de l'allocation meublée? En se mettant au réel, en fait, on va avoir l'opportunité d'amortir. L'amortissement, ça va créer une charge fictive qui va annuler les loyers d'un point de vue fiscal pendant une certaine durée. Donc, Longue. en longue durée. Ça va être, selon les niveaux de rentabilité, ça peut varier entre 12 à 30 ans, selon les villes, selon les niveaux de rentabilité. Et ce qu'on peut amortir, en général, c'est environ 80% de la valeur du bien. Il va y avoir une pondération selon les secteurs. On va dire entre 75 à 90%. Je ne sais pas si c'est ce que tu vois, mais moi, en tout cas, c'est ce que je vois sur les choix des experts comptables selon les secteurs. Donc, on amortit 75 à 90% de la valeur du bien. Et on peut passer aussi en amortissement ou en charge le coût des travaux, tous les frais réels en fait, de l'opération, le mobilier, les frais d'agence immobilière, etc. Et donc, on va avoir suffisamment d'amortissement ou de charges disponibles pour annuler l'impact des loyers au sens fiscal et ne payer aucun impôt sur les loyers qu'on perçoit durant la période qu'on vient de se dire, 12 à 25 ans. Oui. Donc forcément, c'est le régime le plus avantageux d'être au réel. Mm. Nous, dans notre structure, 100% de nos clients sont au réel, en meublé longue durée et courte durée. Et ça, rappelons-le en conclusion, il n'y a aucun changement sur ce plan. Le régime réel existe toujours, l'amortissement existe toujours. Exactement. En revanche, ce dont on parle dans le PLF, c'est de réintégrer l'amortissement utilisé dans l'assiette de calcul de la plus-value à la revente. Et C'est donc ça. l'assiette taxable, si j'amortis 50 000, ça veut dire que j'augmente ma plus-value de 50 000 et donc mon impôt sur la plus-value sera plus important. Oui, Quelque part, ça aurait aussi du sens parce que ça veut dire qu'on gagne deux fois pendant la phase d'exploitation et durant la revente. Quand on est en société, ça ne se passe pas comme ça. non, non, mais tout à fait. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a ici une super niche fiscale, hein, quand même, qui peut être exagérée, qui peut être vue de manière exagérée quand même sur certains aspects. Et voilà. Et je pense que toi aussi, tu as la franchise de le voir. Alors nous, on a surfé et on surfe encore sur cette niche fiscale. En même temps, ça aussi suscite de l'investissement qui est bon d'un point de vue sociétal. Quand on achète un appartement pour le mettre en location, eh bien, le fait d'initier cette niche fiscale qui existe depuis 1949, hein, le loueur meublé, non professionnel, en fait, on investit, mais derrière, on va faire des travaux, on va remettre sur le marché des logements, donc ça a quand même du sens. Alors certes, on a un très très gros avantage fiscal, mais derrière, on met sur le marché un logement normalement qui s'inscrit sur une dynamique pérenne quand on commence à investir. Donc on va faire des travaux, on va se remettre aux normes. Donc il y a aussi la notion sur la loi Le Meur que maintenant les logements de meublés de tourisme vont devoir respecter les mêmes critères de performance énergétique C'est ça. que les longues durées traditionnelles. Eh bien, ça, pour moi, c'est une évidence. C'était d'ailleurs une aberration qu'ils sortent de ces restrictions. Donc, ça aussi, on peut dire que ça va dans le bon sens. Oui, oui, tout à fait. Là encore, oui, oui, tu as raison. Il y avait quelque chose d'assez étonnant de ces logements qui sortaient totalement de la contrainte de cette exigence du DPE parce qu'il s'agissait de meublés de ce type, effectivement. Et on connaissait des propriétaires qui passaient sur le meublé exclusivement parce que ça leur évitait de faire des travaux nécessaires pour améliorer leur DPE. Complètement. Ouais. Très bien. Eh ben écoute, Pierre, parce qu'on enregistre hein, en toute transparence, c'est vendredi soir, le week-end arrive et je sais que tu as encore des mails à traiter parce que tu as. Mais tiens, non, si, je vais quand même terminer sur une question. J'ai vu passer tout à l'heure. Tu l'as communiqué, alors donc je pense qu'il n'y a pas de secret. Tu nous expliquais, pas sur Twitter, sur LinkedIn, tu disais Cataneo, on a fait un super mois d'octobre. Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Ça veut dire que le mois d'octobre, on pourrait se dire,
Il y a une situation internationale qui est pas top. L'élection américaine, bon, approchant, là maintenant elle est passée, mais en tout cas en octobre, on ne savait pas ce qui allait se passer. On a des situations conflictuelles. On a une situation politique française qui est pas top, avec beaucoup d'incertitudes, etc. Ces incertitudes fiscales, etc. Et néanmoins, toi tu nous dis, bah oui, mais on a fait un super mois d'octobre. Comment tu l'expliques? Alors, on va dire que la baisse de prix de l'immobilier, elle est là, elle est présente chez les vendeurs et chez les acheteurs. Donc maintenant, on a conscience que les prix sont bas et que le moment est intéressant. En même temps, les taux d'intérêt bancaires ont quand même largement diminué. Aujourd'hui, on voit passer, nous, nos premiers dossiers dans de l'ancien autour des 3%, voire sous les 3% sur 20 ans. Donc forcément, prix bas, taux bas, cette dynamique continue. C'est deux indicateurs en fait qui ne vont pas ensemble. Normalement, ces indicateurs sont asymétriques. Quand les taux augmentent, les prix diminuent et vice-versa. Alors que là, en fait, ça fait 6 mois, on a ces deux courbes, taux d'intérêt et prix de l'immobilier, qui sont parallèles et qui diminuent. Mécaniquement, ça ne peut pas durer. Il y a forcément un des deux indicateurs qui va remonter. Donc finalement, malgré le contexte politique qui peut paraître défavorable, avec beaucoup d'incertitudes, eh bien mine de rien, les chiffres, les données financières, prix, taux d'emprunt, montrent que finalement le moment il est assez intéressant Ouais. et que ça va pas durer. Bah Parce c'est que ça. sur 2025, il y a de grandes chances que soit les prix remontent, ce que je pense, parce que selon moi, les taux d'intérêt risquent de continuer à baisser. Et donc, on a une fenêtre de tir en fait qui est finalement assez intéressante sur cette fin d'année. Et je pense que c'est le comportement et l'analyse qu'ont eu beaucoup de nos clients. Oui, c'est ça, et que font également beaucoup de professionnels. Et on a envie de dire, et on va donc conclure comme ça, avant de se souhaiter mutuellement bon week-end, on va se dire que cette fenêtre de tir, tu as raison, elle risque de se refermer d'ici quelques semaines ou alors peut-être pas quelques semaines, d'ici quelques mois en tout cas, et qu'il faut peut-être en profiter. Bien. Eh bien Pierre, je te remercie encore d'avoir accepté cette invitation et à très bientôt. Merci à toi, Eric.